Ça continue, et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sur les fréquences de Radio Salvetat 102.5 et 106.6 Charles Salvin, qui se présente sur la 5e circonscription de l'Hérault et qui représente la France authentique auprès de Jean Lassalle. Charles Salvin, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Agnès Tournière et bonjour aux auditeurs. Alors, je vais juste rappeler brièvement les règles des interviews sur les législatives. Nous allons durer durant 1h27 minutes et 50 secondes, de façon à être, comment on dit, Vincent ? Impartial. Impartial. Équitable. Équitable, c'est le mot juste, pour chacun des candidats. Et on ne se concentrera uniquement que sur le programme et la profession de foi, on ne parle pas des autres. Donc, Charles Salvin, vous êtes masseur kinésithérapeute, oléiculteur amateur. Dans un premier temps, pour nos auditeurs et auditrices, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est, ou expliquer ce qu'est un oléiculteur? Ça démarre bien. Eh bien, tout simplement, c'est quelqu'un qui s'occupe des oliviers. Ouais. Voilà. Donc vous produisez, vous êtes producteur? Oui, nous produisons. Alors les oliviers sont encore jeunes, ils produisent à chaque fois plus chaque année. Ouais. Et donc j'ai décidé de m'en occuper. Ils ont une quinzaine d'années ces oliviers, donc ils sont encore jeunes et chaque année ils produisent de plus en plus et on en est très content. On fait surtout de l'huile. Très bien. Vous êtes sur quel à Montagnac. À Montagnac, très bien. Oui. Ok, et c'est quoi? Vous avez racheté une oliveraie ou Non. vous l'avez faite pousser? Alors, c'est le terrain de mon arrière-grand-mère, ouais, qui était de Montagnac. Et il y a un petit masé dessus. Et, mon père en a hérité. Il avait envie de le valoriser. Et il a très bien fait de décider d'implanter des oliviers. Et moi, à l'époque, je faisais mes études de kiné, donc j'ai participé un petit peu à la marge. Et puis, au fur et à mesure... voyant ce bel endroit à Montagnac, qui donne d'ailleurs, dont la vue donne dans le Caroux, ouais. eh bien, j'ai décidé de m'y consacrer de plus en plus et je m'y suis mis et je suis tombé dans l'engrenage parce que ça vous passionne. C'est bien agréable la présence des oliviers. Alors, on va passer aux législatives. Vous avez choisi de rejoindre Jean Lassalle, pourquoi ? Eh bien, déjà parce que c'est un homme courageux. En quoi? Eh bien, je pense qu'il a prouvé pendant ses 20 ans de députation qui il défendait vraiment. C'est-à-dire, Monsieur Lassalle a fait, comme beaucoup de gens le savent, une grève de la faim pendant 40 jours pour défendre une des dernières entreprises qu'il y avait dans sa vallée. Voilà, c'est quelqu'un qui met sa vie en jeu pour défendre ce qu'il croit juste. Voilà, il y a quelque chose pour moi chez lui d'héroïque, une figure de résistance. Aussi, pour aller plus loin, c'est qu'est-ce qu'il incarne? C'est un berger. Il vient de Lourdes-Ichère. Si vous regardez un petit peu à quoi ressemble... C'est pas très loin de Toulouse. Non, disons, oui, vu d'ici, c'est en direction de Toulouse, mais c'est à la frontière espagnole, ouais, dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, oui, on va dire un peu plus loin que Lourdes, d'ailleurs, okay. Tarbes, Lourdes, tout ça. Si vous voyez un petit peu les images, à quoi ressemble sa contrée, c'est époustouflant de beauté. Et donc, c'est un endroit où il y avait, où il a été préservée une culture humaine. Il y a des hommes qui vivaient de l'agriculture, des hommes qui vivaient de l'artisanat, et surtout des rythmes humains dans les relations, des chants, des repas, des activités partagées, le travail partagé, des échanges. Voilà, c'est tout ce qu'incarne Jean Lassalle et qu'il a essayé de porter, de défendre dans son travail de député. Et ce pourquoi vous le suivez aujourd'hui. Exactement.
Alors, j'ai relevé sur la présentation de la profession de foi la description de Jean Lassalle. Il se qualifie de vrai gaulliste social. Alors, c'est un terme qui m'a interpellée, parce que pour moi, ça m'apparaissait contradictoire. Je me suis dit, je me trompe peut-être. Donc, je vais aller vérifier ce qu'est le gaullisme social. Et voilà ce que j'ai trouvé. Gaullisme social, ça ne veut rien dire d'autre que de droite, mais par contre, ils acceptent de discuter avec les syndicats. Voilà la définition que j'en ai trouvée. Est-ce que vous pouvez me donner une petite explication là-dessus? Parce que, en effet, pour moi, gaulliste social ne correspond pas à l'homme que vous me décrivez. Eh bien, alors, il faut rappeler un petit peu l'histoire. Ouais. Au sortir de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Les résistants, le Conseil national de la résistance, qu'est-ce que c'était? C'était tous les résistants qui se sont réunis pour construire un projet en commun. Il y avait des communistes, il y avait des gaullistes, il y avait même des maurassiens. Bon. Et ils ont réussi à se mettre autour d'une table pour reconstruire la France et faire un projet en commun. Et ils ont intégré peut-être ce qu'il y avait de meilleur chez chacun. Et il y a eu un vrai projet social. Il y a eu des coopératives qui se sont montées à ce moment-là. Il y a eu de l'argent public qui a été dépensé pour créer des infrastructures qui pouvaient bénéficier à tous. Et De Gaulle incarnait ce point d'équilibre entre le monde du capitalisme qui était incarné par les États-Unis et le monde communiste. Il voulait incarner une troisième voie. Et donc il avait autour de lui des gens qui étaient à sa droite, et il avait aussi des gens qui étaient à sa gauche. Lorsque j'ai fait aussi des études de philosophie à Paris, et donc j'étais à Tolbiac, et un jour on avait été rejoints pendant des mouvements sociaux par des anciens de la résistance qui se décrivaient comme communistes et gaullistes. Donc c'est un courant qui existe, et c'est un courant de réconciliation. Alors, il y a effectivement une figure, on a besoin d'utiliser des figures un peu tutélaires pour pouvoir se référer à des choses dans l'histoire. Et voilà, Jean Lassalle a toujours défendu les intérêts des plus démunis. Il a dit... Mais c'est pour ça que je ne comprenais pas le terme. Oui. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ok, merci de votre réponse. Alors, nous allons à présent aborder le premier point de votre projet, redonner leur prestige aux figures républicaines telles que les professeurs, forces de l'ordre, élus locaux. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, je vais utiliser mon histoire personnelle. Ouais. Lorsque j'étais à l'école primaire, j'ai eu la chance d'avoir affaire à des professeurs qui étaient encore d'une certaine... des professeurs qu'on dirait anciens. C'est-à-dire il y avait un grand respect à leur égard. Et parce qu'ils savaient inspirer le respect aussi, peut-être, non? Oui, mais c'était toute une ambiance, en fait, qui était posée. Je me souviens, il ne serait jamais venu à l'idée de quiconque de dire une insulte en leur présence, de se bagarrer. Bon, certes, ça se faisait après en dehors, dans la cour de récréation, mais face à la figure de l'instituteur, on ne le faisait pas. Et ça, pourquoi? Parce que dans cette petite école assez traditionnelle, c'était une école publique, eh bien, il y avait un fort soutien du directeur qui permettait de créer cette ambiance-là dans laquelle chacun pouvait s'épanouir dans le cadre républicain et respectueux. Voilà. Et en comparaison, il m'arrive parfois aujourd'hui de voir, en me promenant dans les villes et les villages, des comportements qui parfois me choquent. Je peux voir des enfants se battre, s'insulter à côté du professeur, sans qu'il n'intervienne, ne dise rien. Donc je vois qu'il y a
cette figure républicaine du professeur, de l'instituteur, a été quand même petit à petit atténuée et peut-être dévalorisée. Donc dévalorisée en sens de l'autorité saine, hein, basique comme celle que j'ai décrite, mais aussi en ce qui concerne le salaire, tout simplement. Et vous croyez que on va donner plus d'intérêt à son métier parce qu'on a plus de salaire? Oh, c'est un des facteurs. Ils ne sont pas super mal payés non plus, les enseignants. Hein, enfin. Écoutez, si on compare tout de même avec l'Allemagne, par exemple, il y a eu une tendance à critiquer les fonctionnaires pendant des décennies et des décennies. C'était une mode à une époque, venant surtout de la droite, hein, mais je pense que les gens ne se rendaient pas compte qu'en faisant ça, ils décrédibilisaient, ils dévalorisaient ces figures qui sont centrales et importantes. Donc, il faut remettre le minimum d'autorité républicaine dans l'école. Oui, comment? Eh bien, déjà en soutenant un peu plus les professeurs dans leurs initiatives. Hein, il y a eu une tendance... Alors effectivement, je ne fais pas l'éloge absolu de l'école de jadis. Je pense que là, il s'agit d'une synthèse à trouver. Trouver un équilibre. C'est toujours cette dimension-là. Hein. Si on me reproche si on me dit, tiens, tu fais l'éloge du passé, voilà. Évidemment que non. Mais je pense qu'il y a des forces, il y a des faiblesses, puis elles sont compensées ensuite par des mesures qui peuvent aller dans un autre excès. Et je pense que réfléchir à ces sujets, c'est essayer de trouver des synthèses sur ces sujets. Moi, je me souviens qu'il y avait encore, quand j'étais à l'école primaire, une pression sur la note, sur des choses que je pense qui ne sont pas forcément toujours positives, par exemple. Ah, voilà, merci. Voilà. Ouais. Ça, je me souviens bien, cette angoisse que je pouvais avoir de faire des dictées, de faire des choses comme ça, parce qu'il y avait la note derrière. Mais cependant, on sortait de l'école primaire en sachant écrire, en sachant lire et compter, et ça c'est précieux aussi. Donc c'est très important. C'est très précieux. Ouais. Et il ne faut pas lâcher ces éléments fondamentaux sous prétexte qu'il faut assouplir les relations. Il peut y avoir quelque chose de pervers dans les bonnes intentions. Voilà, il faut toujours être vigilant sur ce phénomène, c'est-à-dire la relation de sympathie, d'amicalité que peut avoir un enfant avec le professeur. C'est pas parce qu'il y a une distance qu'il n'y a pas de sympathie possible. On est d'accord. Voilà. Néanmoins, vous ne pensez pas que c'est pas parce qu'on... Enfin, si le professeur est respectueux, il aura du respect en retour. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a aujourd'hui aussi des professeurs qui manquent de respect à l'égard de leurs élèves? Je ne dis pas que les élèves sont merveilleux et que ce sont seuls. Ça n'est pas ce que je dis. Je dis que ça existe. Ah, mais évidemment que ça existe. Évidemment que ça existe, mais si déjà les professeurs avaient un socle solide, très solide sur les bases, je pense que même pour les professeurs, on leur donne des études qui sont sur des sujets très complexes, des sujets de spécialistes, des sujets... Or, la pédagogie, l'apprentissage, c'est toute une science avec des savoirs simples et basiques, mais apprendre à comment transmettre le savoir convenablement, quels sont les... ce sont les fondamentaux, non? Oui. Mais des professeurs. Des professeurs. Et c'est-à-dire que même les professeurs, aujourd'hui, en termes d'utilisation de la grammaire, du langage, il y a une certaine détérioration. Détérioration. Regardez-moi aussi. Détérioration. Oui. Et donc, c'est par l'exemple, en fait, qu'on incarne quelque chose. Hein? Alors, qu'est-ce que vous proposez de mettre en place pour que cela puisse évoluer dans ce sens? Eh bien... Qu'est-ce que vous proposerez comme loi? Eh bien, je pense qu'il faut que les enfants
sache acquérir des savoirs fondamentaux, puisse un peu se départir un peu des outils numériques dans le jeune âge. Je pense que c'est une erreur de vouloir les accoutumer trop tôt, sous prétexte de vouloir les adapter à la modernité. Il faut que la main puisse travailler, il faut que la main puisse écrire, il faut que la main puisse dessiner. Il faut que le silence puisse aussi régner dans les salles de classe pour que l'absorption, la concentration, le goût de la méditation et du travail bien fait puisse pénétrer dans le vécu des enfants. Mais du coup, quelle loi, parce que là vous nous parlez des enfants, quelle loi vous pouvez mettre en place pour y arriver? Alors les lois spécifiques sur ces sujets, effectivement, c'est quelque chose de complexe. Comment, avec une loi écrite, on arrive à amener cette ambiance, à amener cette atmosphère, c'est un sujet complexe. Hein. Légiférer, c'est quelque chose qui se travaille pendant des mois et des mois et des mois, qui se contredit avec des débats, avec des choses comme ça. Donc je ne vais pas la dire texto. Vous avez commencé à travailler dessus avec Jean Lassalle. Jean Lassalle, c'est un sujet qui l'intéresse. Ouais. Quand on traite justement de l'idée de ne pas donner des enseignements trop complexes trop tôt à des enfants, de leur permettre de se concentrer sur le fait de lire, écrire, d'avoir le temps pour le faire, vraiment le temps pour le faire, et de ne pas leur amener en fait des notions trop complexes d'emblée en croyant qu'on va leur permettre d'ouvrir une dialectique mentale trop tôt. Parce que ça, c'est quelque chose qui advient après, une fois que les bases sont bien solides. Ça se construit. Ça se construit, mais c'est étape par étape. Donc, Jean Lassalle, d'ailleurs, n'est pas le seul à proposer le fait de revenir à des enseignements fondamentaux. D'ailleurs, peut-être même moins de temps à l'école. Hein. Et ça, en parallèle, pour moi, les enfants aussi devraient connaître les animaux qui les entourent, devraient connaître les plantes qui les entourent, les légumes qu'ils mangent. Par contre, cette dimension-là doit être développée. Et d'ailleurs, c'est quand même le cas dans beaucoup d'écoles. Beaucoup d'enseignants consacrent de leur temps, du temps même personnel, sur le développement de ces savoir-faire, du lien à la nature. Et c'est formidable le travail que font les enseignants sur ces sujets-là. Et je trouve qu'ils sont trop souvent, ils ont été trop souvent dévalorisés, les enseignants, en disant voilà, les fonctionnaires. Je pense que c'est une mauvaise analyse un petit peu du travail qu'ils ont accompli. Si on les revalorise, ne serait-ce que dans le discours, revaloriser leur fonction, la réanoblir, mais je pense qu'ils trouveraient plus d'élan à pouvoir l'incarner. Et je pense aussi que si les salaires étaient améliorés, eh ben, ils n'en seraient que plus contents et plus enthousiastes. Comme chacun d'entre nous. Comme chacun d'entre nous. Alors, si vous le voulez bien, on va juste faire une rapide aparté sur les forces de l'ordre. Redonner le prestige aux forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous proposez pour redorer ce blason? C'est un petit peu, je l'ai mis dans la même mesure, c'est un petit peu un parallèle. Hein. Je n'ai pas en tête, là, tout de suite, des propositions de loi précises sur cette question-là, parce qu'encore une fois, c'est une question complexe. Cependant, rappeler que la police, par exemple, c'est le monopole de la force de l'État. Et que s'il y a ce monopole de la force, c'est pour qu'il soit légiféré, c'est pour qu'il soit encadré, et il l'est. Et que ce monopole est important pour constituer un équilibre républicain. Et que trop souvent, on se focalise sur des éléments parfois qui, vus dans l'ensemble de la fonction des policiers, peuvent apparaître parfois comme des détails pour... c'est-à-dire, c'est... Ah non, on est loin du détail. Quand une personne perd la vie, on n'est plus dans le détail quand même. On n'est pas dans le détail, mais... On est que sur une personne, on est d'accord, mais on n'est pas dans le détail. Non, et ça, il faut pouvoir le sanctionner, et ça l'est.
je pense qu'il y a une pression quand même faite sur les forces de l'ordre, ouais, qui est quand même très intense. Hein. Faire ce travail-là, c'est en permanence se mettre en face de l'opposition de l'autre, c'est voir des choses très difficiles tous les jours aussi. Hein. Il faut se mettre... J'en doute pas un instant. Que voient les forces de l'ordre en permanence au quotidien. Ils voient la casse sociale, ils voient les gens en difficulté, ils doivent faire compenser, ils doivent réguler. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez rappelé. Et ne serait-ce qu'un soutien moral dans le discours au sujet des forces de l'ordre me semble essentiel et élémentaire. Hein. Écoutez, ces mêmes forces de l'ordre, quand vous avez des femmes qui vont déposer plainte pour coups et blessures ou pour viol, etc., et qu'on les renvoie chez elles, il y a un moment donné où... Oui, mais tout à fait. Et alors qu'ils sont là pour protéger, avant tout. Ah, je ne dis pas qu'il n'y a pas de défaut. Il y a tout ça à voir aussi. Mais si vous voulez en fait aider des gens à s'améliorer, il faut pouvoir les soutenir. Hein. Si vous voulez pouvoir vous focaliser sur les défauts de leur système, il faut pouvoir aussi aller dans leur sens. Mais bien sûr, il faut toujours voir le pour et le contre. Mais il faut quand même travailler sur des points importants. Alors c'est pour ça que ce que je décris, c'est redonner le prestige. Redonner le prestige, ça ne veut pas dire donner une carte blanche. C'est différent. Hein. Le prestige, c'est une place, une situation, et du coup une responsabilité, c'est-à-dire reconnaître la responsabilité sur tous les plans, au niveau des droits et au niveau des devoirs. Voilà, tout simplement, comme tout citoyen, le policier incarne une force d'équilibre, est censé incarner une force d'équilibre, il faut le lui reconnaître, et les polices de proximité font très 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 bien ce travail. Avant on avait des îlotiers, ça marchait très bien. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, enfin je ne sais pas, vous êtes jeune. Je ne connais pas ce mot-là. Il y avait des îlotiers et en fait c'était vraiment la police de proximité qui était là par quartier et il n'y avait pas tout ce genre de soucis. Tout à fait. Il y a eu un mauvais discours consistant à dire si les policiers connaissent trop bien les habitants qui sont autour, alors du coup ils vont moins bien faire leur travail. Mais je pense pas. Je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Au contraire, ils vont pouvoir être bien plus attentifs aux problèmes et pouvoir anticiper les problèmes, faire de la prévention pour éviter que justement il n'ait à intervenir a posteriori. Merci Charles Selvin. Je vais laisser la parole à Vincent à présent. Oui, alors nous allons parler enseignement. Alors ma première question portait sur les enseignements fondamentaux, mais vous y avez déjà un peu répondu précédemment. Alors je vais de suite passer à la seconde. Donc selon le programme de Monsieur Lassalle, vous dites vouloir réorienter l'université vers des enjeux fondamentaux. Quels sont ces enjeux fondamentaux en question ? Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Nous importons, produisons pour tous les objets qui sont consommés, du plastique par exemple. Ces plastiques se décomposent, constituent des microparticules, des nanoparticules qui se retrouvent partout, absolument partout. Dans notre organisme, dans l'eau, dans la terre, chez les animaux, partout. Et on ne mesure pas l'impact que va avoir à court, moyen et long terme ce genre de molécules. Nous avons des ingénieurs qui sont tout à fait capables de plancher à fond sur ce genre de sujet et de trouver des matières, de trouver des matériaux qui n'auraient pas ce genre d'inconvénients. Or, nous ne mettons pas réellement, comme nous le pourrions, l'énergie pour que ce genre de recherche aboutisse à des résultats. Et donc ça, c'est un exemple. D'autres exemples, évidemment, sur les questions de l'énergie. Hein. Comment mettre le paquet sur la question, par exemple, de la fusion nucléaire. Hein, il y a un grand projet de fusion nucléaire qui est en développement. Mais il faut mettre le paquet sur ce genre de questions. Autre question, par exemple, comment régénérer les sols. Hein.
les étudiants en agronomie ne planchent pas assez sur la question de la régénération des sols. On le sait, mais pourtant ce n'est pas infusé dans les études fondamentales qui sont faites par les étudiants. Pas assez. Sur cette question, est-ce vraiment les étudiants responsables ou peut-être le corps enseignant ou les méthodes, les programmes? Oui, ce sont les programmes. Par exemple, l'université produit énormément de textes scientifiques. Mais par contre, après, il faut payer, il faut acheter pour pouvoir se les procurer et pouvoir les lire. Donc, il y a une dépossession des moyens, ne serait-ce qu'intellectuels, de l'université. Elle n'est pas suffisamment organisée pour être coordonnée d'un pôle à un autre, pour pouvoir travailler ensemble sur des projets essentiels, comme je viens de citer. Les questions production des déchets, production agricole, énergétique. Donc, ce sont des éléments essentiels. Et avec tous les étudiants qu'il y a en France, ce serait nécessaire de mettre de l'énergie pour focaliser les efforts un petit peu sur ces sujets centraux. D'accord. Est-ce que pour vous, la recherche est suffisamment soutenue en France aujourd'hui sur justement ces questions, ou il y a une piste à creuser? C'est pas qu'une piste, c'est une tranchée à creuser sur ce sujet-là. On sait bien que les budgets de la recherche fondamentale ont été réduits comme peau de chagrin. Il faut que ceux qui sont référents de ces chaires-là bataillent en permanence, fassent des dossiers artificiels ou publient des articles artificiels régulièrement pour pouvoir prétendre à retrouver les finances qui ont précédé. Donc non, il n'y a pas assez il n'y a pas une stratégie suffisamment claire pour soutenir l'effort de recherche. Et comment comptez-vous mettre en place donc ces mesures pour réorienter l'université vers ces nouveaux enjeux? Et est-ce que cela passe-t-il par de nouvelles formations des enseignants, de nouvelles méthodes pédagogiques? Est-ce que vous pouvez développer les mises en place, les actions concrètement? Eh bien, il faut identifier les pôles primordiaux, comme par exemple ceux que j'ai définis tout à l'heure, identifier des personnes qui sont vraiment créatives sur ces sujets-là, leur laisser la liberté, eux, de coordonner avec les gens qu'ils connaissent être les plus compétents et aller chercher chez les étudiants très tôt, même avant l'université, les profils qui peuvent être qui pourraient être susceptibles de devenir bons dans ces domaines-là, de les pousser à exercer cette compétence et à les pousser dans ce sens-là. Par exemple, moi je suis tout à fait contre l'élimination des écoles un peu spéciales de prestige comme Louis le Grand et Henri IV, sous prétexte en fait d'une équité. Pour moi, c'est l'effet inverse, c'est empêcher qu'il y ait des figures un petit peu spéciales qui émergent dès le collège, dès le lycée, et de pouvoir les pousser à développer leur capacité. Je pense qu'il faut pouvoir être égalitaire dans les moyens donnés à tous, mais pouvoir identifier après des potentiels spéciaux chez les étudiants et les valoriser. Voilà. Donc, laisser un peu de marge de manœuvre aux gens qui sont spécialistes sur ces questions-là. D'accord, donc pas spécialement de nouvelles formations pour le corps enseignant, de nouvelles méthodes de pédagogie. Je pense que les gouvernants sont un petit peu des leaders dans ces choses-là. Ils doivent donner le ton, ils doivent donner l'ambiance, ils doivent donner envie aux gens de le faire. C'est pas qu'une question de loi, tout ne doit pas être légiféré, tout ne doit pas être... évidemment, ces sujets doivent être légiférés, on doit donner des textes les plus précis possibles, mais il y a aussi l'information et l'impulsion qu'on envoie. Un pays, ça fonctionne aussi comme une équipe. Hein. Il faut, quand on voit que les gens, que le capitaine se donne, se lance et est enthousiaste, eh bien, ça crée derrière lui une émulation.
Jean Lassalle, par exemple, c'est quelqu'un, quand vous le côtoyez, vous avez envie de le suivre, voilà. Et vous avez envie d'être créatif à ses côtés, parce que lui, il incarne ça, il incarne la créativité. Et ben, c'est pareil avec les gouvernants aussi. Merci Charles Salvin. Alors on va passer à présent, si vous le voulez bien, au sujet suivant. Enfin, ça suit en toute logique. Garantir le droit d'un enseignement à la maison encadré par des inspecteurs républicains. Alors, d'un côté, vous souhaitez redorer le blason de l'éducation nationale et de l'autre côté, vous souhaitez autoriser l'enseignement à la maison mais encadré. Alors, allez-y, puis je vous poserai des questions en suivant. Alors, c'est tout simplement en réaction de mesures qui ont été décidées les derniers temps, Ouais. sous prétexte de vouloir lutter contre je ne sais quel fanatisme dans l'école à la maison, qui représente quelque chose de très marginal. Il y a eu une tentative d'interdire toute éducation libre. Hein. Moi, je ne suis pas pour. Ça me désespère de voir que toutes ces libertés qui ne dérangeaient pas grand monde doivent être reniées. Je ne sais sous quel prétexte de sécurité. Voilà. Je pense que ce n'est pas en obligeant les enfants à aller à l'école qu'on va aider l'instruction en public à s'améliorer. En plus, pendant le Covid, c'était vraiment ridicule parce que il y a eu cette mesure qui était concomitante avec les mesures de restriction. C'est-à-dire que les quelques milliers d'enfants là, qui faisaient l'école à la maison, on les a incités à revenir à l'école, en même temps qu'on confinait, en même temps qu'on faisait les cours comme on sait qu'ils ont eu lieu devant l'ordinateur. Donc c'était d'une confusion sidérante. Voilà. Et moi, c'est une mesure qui m'a choqué, je ne la comprends pas. Il y a des grandes figures de la science et de la philosophie qui ont été autodidactes. Rousseau, par exemple, a appris à lire avec son père et en mettant la main à la pâte dans les fermes qui étaient autour de lui. Il a appris la mécanique, il a appris la science, l'architecture, plein de choses. Pour les gens qui sont à la campagne, un petit peu dans des milieux reculés, s'ils ont un contexte favorable autour d'eux, des adultes éveillés et d'autres enfants, pourquoi pas, à certains moments de leur vie, pas forcément tout le temps, mais une année ou deux, pour une raison particulière, aussi de les laisser développer un petit peu leur spontanéité. Voilà. Et ce n'est pas du tout pour dire... pour enlever de la force aux écoles publiques. Je pense que c'est vraiment un phénomène marginal, mais comme moi, ça m'avait touché, en fait, ce sujet-là, j'avais envie de pouvoir en parler, de l'évoquer. Alors, justement, vous parlez d'autoriser l'enseignement à la maison, mais encadré. Or, en général, ce sont plus des familles qui souhaitent que leur enfant fasse leur cours à la maison sans être encadré par qui que ce soit. Et ils rejettent toute forme d'encadrement, d'ordre général. Bon, dans ce cas-là, ils ont tort. Je ne sais pas, je n'ai pas à en juger, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc si on prend l'exemple des 3 dernières années passées, crise Covid, parce qu'on en est à 3 ans, hein, je crois, enfin un truc à peu près, 2 ans et demi de crise Covid, il y a eu énormément de décrochage scolaire à cause des cours distanciels, justement. Et ce que l'on peut, à mon sens, traduire par la nécessité des enseignants. On ne peut pas s'inventer du jour au lendemain enseignant, pédagogue, et faire à la maison, faire l'école à la maison, parce qu'on l'a souhaité. Demain, je vais pas m'improviser masseur kinésithérapeute, parce que j'ai déjà vu quelques gestes, puis je me dis, allez hop, j'y vais. Alors moi, je ne fais pas l'éloge de l'école à la maison. Hein. Je veux juste que j'ai bien compris. Le compromis qui avait été trouvé, qui existait jusqu'à présent, qui a été rogné pour je ne sais quelle raison, voilà, soit retrouvé, tout simplement. Ok.
Il y a des... c'est un monsieur André Stern, je crois, son fils qui est un véritable génie, qui explique comment est-ce que l'école à la maison, encadrée par son père, l'a aidé à développer des savoirs, ses spécialités. Donc il existe des cas dans lesquels ça pousse des gens à devenir très très créatifs, mais je ne fais pas l'apologie de ça. Moi, je suis pour une école républicaine qui soit de qualité, avec une figure professorale respectable, qui permette l'acquisition des savoir-faire fondamentaux. C'est vraiment ça que j'ai envie de défendre avant tout. Voilà, tout simplement. Merci. Vincent, vous deviez traiter le point numéro 4, s'il vous plaît. C'est ça, donc passons au sujet de l'agriculture. Alors, vous, dans le programme de Jean Lassalle, il est souhaité de régénérer les sols. Comment concrètement souhaitez-vous vous y prendre pour régénérer les sols et comment comptez-vous assurer par la même occasion une autonomie alimentaire pour la France ? Alors, la question de l'autonomie alimentaire, je la traiterai après, effectivement, parce que c'est mon sujet central. Si j'avais on m'a posé la question un jour, quelle serait votre première mesure si vous étiez élu député ? Et bon, du coup, je la traite maintenant. Du coup, j'ai répondu, définir dans chaque territoire une autonomie alimentaire. Par exemple, si vous avez 200 000 habitants sur un territoire, il faut définir une autonomie alimentaire, une production alimentaire correspondante à ces 200 000 habitants. Voilà, ça, ce serait ma mesure prioritaire. Aujourd'hui, dans les villes, vous avez une autonomie alimentaire de quelques jours. La plupart des villes sont ravitaillées par des camions qui viennent d'Espagne. Hein. Et si vous avez un jour une guerre ou une pénurie de pétrole, c'est la famine en 3 jours dans les villes. Alors, je ne vous dis pas comment ça se passerait à ce moment-là. Je pense que les villes devraient un petit peu plus ressembler à la campagne et que la campagne puisse retrouver un petit peu du dynamisme qui sature les villes. Voilà, je trouve qu'il faudrait définir un rééquilibrage sur ces sujets-là et de faire en sorte que les villes ne puissent pas s'étendre à perte de vue, mais qu'à chaque fois qu'il y a un seuil d'habitants, eh bien, autour ou au sein de la structure de la ville, soit produit la possibilité d'une certaine autonomie alimentaire. Hein, je parle d'une autonomie relative. Hein. Il faut pouvoir conserver, évidemment, les échanges, les transactions. Il faut que le commerce puisse continuer. Hein, non, mais par contre, de pouvoir définir, voilà, nous avons une capacité minimale à faire survivre cette population et d'autant plus d'arriver à la faire participer. Parce que combien de gens dans les villes auraient besoin physiquement de pouvoir à un moment mettre la main dans la terre, de pouvoir aider les producteurs. Et dans mon idée, il faut valoriser évidemment des agricultures paysannes. Hein, c'est-à-dire multiplier des petites exploitations au sein des structures, des exploitations familiales ou des fermes. Bon, ça peut être, on peut être créatif sur ces sujets-là, de manière aussi à ce que le consommateur ait l'occasion, l'opportunité de connaître, de participer, de s'intéresser à cette question-là. Ouais, mais ça, c'est des valeurs que l'on partage en campagne. Il va falloir faire une sacrée campagne pour intéresser la personne de la ville. Ce sont des choses qui sont ancrées en nous. On vit pas la même chose, on est... Et oui, mais pourtant c'est le b.a.-ba de la survie de l'humanité. Parce qu'il y a une décadence là, totale sur comment l'urbanisation a été conçue là, les dernières décennies. Et, ça me semble être dramatique. Ça me semble une urgence vitale pour l'humanité. En période de guerre, là, de temps en temps, ou de restrictions sanitaires, on le sent, on le pressent. Qu'est-ce que ça donnerait si à un moment il y avait rupture de pétrole, rupture d'approvisionnement. Et puis les citadins, il y a beaucoup de citadins qui aspirent aussi à un retour à la terre, tout ça. Donc que ce soit pas juste quelque chose de rêvé, de romantique, que ça puisse être aussi concret. Paris est un très très bon exemple sur ces sujets-là. Hein. Les maraîchers parisiens qui étaient dans la ceinture parisienne, au fur et à mesure que la ville s'étendait, avaient développé une capacité à recréer des sols
en même temps qu'ils s'éloignaient. Hein. Ouais. Donc ils utilisaient tous les excréments des gens de la ville, tous des animaux, de ceci, cela. Et donc ils arrivaient en quelques années à chaque fois à recréer des sols. Et la ville s'étendait et les refoulait au fur et à mesure à la périphérie. Donc ça, c'est un drame. Au lieu de pouvoir les intégrer, à la limite, de faire des ceintures maraîchères, et puis après, si on veut continuer à construire ensuite, ben, pourquoi pas, mais définir en tout cas des ceintures maraîchères en permanence dans les centres urbains. Pour vous, si j'ai bien compris, ça passe par une réorganisation urbaine des villes et favoriser des petites exploitations dans les campagnes et un peu partout sur nos territoires. Oui, la ville doit être restructurée, reconceptualisée sur ce modèle-là. Hein. On voit et même les petites villes, en fait, en pâtissent, parce que quand on étend les villes, les petits villages, les villes moyennes, les prix étant trop chers en ville, à Montpellier par exemple, alors on vient construire dans les petits villages, mais c'est juste du résidentiel. Alors les gens ils continuent d'aller travailler à Montpellier et du coup ils rognent sur des terres agricoles par exemple pour créer des lotissements. C'est mal conçu tout ça, oui. C'est pas très fertile, disons. D'accord. Du coup. Et par rapport justement à la question de la régénération des sols, si vous pouvez y répondre rapidement. Alors déjà l'agriculture paysanne est par essence une agriculture intégrative. Dès qu'il y a la présence d'animaux, si c'est bien conçu, si le système est bien conçu, quand on utilise la matière organique générée par les animaux, qu'on peut l'intégrer dans le sol, qu'on peut se nourrir à la fois grâce à l'animal, qu'on peut utiliser aussi comme force de traction, comme force, et ne serait-ce qu'aussi la présence qui fait du bien à l'humain, eh bien, les sols restent vivants et sains. Il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de produire abondamment. Donc on a fait des remembrements, on a fait des grandes surfaces de production, on a enlevé les haies qui séparaient les parcelles les unes des autres, on a mécanisé tout ça. Donc ça répondait à une nécessité de nourrir le monde de l'après-guerre. Les paysans étaient partis à la guerre, beaucoup avaient été tués, donc il fallait un petit peu essayer de moderniser un peu cette agriculture. Mais encore une fois, tout ça est allé trop loin. Et du coup, on a pu constater les dernières années à quel point les sols s'étaient appauvris par ces méthodes de production intensive. Donc l'humus se perd, la matière organique se perd, et du coup on est obligé de mettre sous perfusion ces sols avec des engrais qui sont importés, des engrais qui sont issus de l'industrie pétrolière. Et aujourd'hui on voit le prix d'ailleurs que coûtent ces engrais. Donc c'est un modèle qui disons, a eu son efficacité jusqu'à maintenant, mais qui arrive à son point limite. Et voilà, donc s'inspirer de ce qui a fonctionné pendant des siècles dans le monde paysan ne serait pas plus mal. Ça ne veut pas dire revenir au passé. Moi, je m'intéresse à la permaculture. La permaculture, c'est l'art de régénérer les sols en même temps qu'on les travaille. Donc, ça s'inspire des savoir-faire anciens, mais aussi c'est basé sur des méthodologies scientifiques les plus modernes, sur la vie du sol, sur le rôle des bactéries, sur le rôle des interactions entre les plantes, qu'avant on ne pouvait pas définir scientifiquement, on le faisait expérimentalement. Donc aujourd'hui on a l'opportunité de faire une synthèse sur ces sujets-là. Et voilà, la permaculture est un des éléments de réconciliation sur ce sujet-là et qui est prometteur. Très bien. Merci pour votre réponse. On va faire une pause, Vincent. Ouais, s'il vous plaît. Alors, on écoute Cocagna, si je le prononce bien. Oui, ça dépend. Certains endroits en occitan, on dit O ou A. On peut dire Cocagno aussi. Cocagno, d'accord. C'est un groupe magnifique que j'adore. Voilà, je vous invite à explorer un petit peu le travail que font ces filles. C'est superbe. D'accord. Et donc, c'est le morceau Sous Camine des Saint-Jacques. Et ouais, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ouais. On écoute ça de suite. Merci.
Nous les in servirum dun, din nous les in servirum dun, sönnes dumman de lodge, sönnes dumman de lodge, nous les in balierum dun, din nous les in balierum dun. Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. On revient avec Charles Salvin, pardon. Alors, on va parler à présent, votre point numéro 6, me semble-t-il, lutter contre les trafiquants d'humains qui organisent en Europe et en Afrique l'immigration clandestine. J'aurais une question. Est-ce que ça n'est pas une façon plus jolie, plus correcte de parler de l'immigration en France? Oui, c'est évoquer en fait un autre aspect qui est trop souvent négligé. J'avais une patiente qui m'expliquait bien ce mécanisme-là, qui venait de l'Afrique de l'Ouest, qui me disait, vous savez, les gens qui viennent de manière clandestine avec des passeurs d'Afrique de l'Ouest, ce sont en fait la classe moyenne. Parce que pour pouvoir se payer les milliers d'euros qu'il faut pour pouvoir partir, eh bien, il faut avoir de l'argent, et c'est beaucoup d'argent là-bas. Donc en fait, ce sont des gens qui ne vivent pas si mal là-bas, en général, je dis pas je parle du phénomène de masse, qui ne vivent pas si mal, à qui on fait miroiter une success story en Europe. Et d'ailleurs, les Européens sont les premiers responsables de ça. C'est-à-dire, avec nos phénomènes publicitaires, le fait de vouloir vendre à tout prix nos produits, ceci, cela, de vendre le rêve américain, le rêve européen au peuple qui était plus ancré traditionnellement. On a participé à ce fantasme que l'Europe serait l'endroit dans lequel on va réussir économiquement à tout prix. Et donc, les gens, les personnes qui sacrifient leur équilibre, leur confort, et qui du coup se lancent dans cette épopée de vouloir traverser jusqu'en Europe, s'ils y arrivent, s'ils survivent, s'ils ne se font pas récupérer pour qu'on leur prenne des organes, pour qu'on les kidnappe en leur prenant des organes pour des riches... Des riches patients dans le reste du monde, s'ils arrivent en Europe, eh bien ils se rendent compte que le contexte économique ici n'est pas forcément fameux, qu'ils du coup ne sont pas bien accueillis et qui n'ont pas d'opportunité finalement de s'épanouir. Donc ça génère chez eux une frustration énorme. Du coup, que font-ils? Ils vont se rejoindre avec des gens qui viennent du même coin qu'eux, donc ça crée un communautarisme qui est du coup nourri par cette frustration. La relation qui se fait avec les autochtones ici européens n'est pas bonne, et souvent l'autochtone européen trouve une réponse très facile de dire de le prendre, de le considérer comme le bouc émissaire. Donc je pense que c'est important de rappeler quand même tous ces mécanismes pour voir mieux la situation. Et les Européens aussi en bénéficient de ça. Par exemple, en Espagne, pourquoi est-ce que nous avons des fruits et des légumes qui sont si bon marché? C'est parce qu'il y a aussi beaucoup de travailleurs clandestins, notamment en Andalousie, à qui on prend parfois les papiers et qu'on paye une misère pour pouvoir travailler dans les champs à perte de vue en Andalousie. Et du coup, nous, on consomme ces légumes qui sont faits comme ça et qui sont à bas prix.
Et donc, trouver dans la figure de l'immigrant clandestin le bouc émissaire de toutes nos souffrances, c'est quand même mal analyser tout ce phénomène d'ensemble qui doit quand même être évoqué, être dit. Ok, du coup, vous proposez quoi? Ben je propose déjà d'identifier ces mécanismes-là, tous ces réseaux-là, ces réseaux qui bénéficient en Europe, toutes ces mafias en fait, hein, qui c'est plus facile et puis surtout arrêter de foutre le bordel dans les pays africains. Une des choses qui moi m'a le plus heurté dans ma vie de citoyen français, c'est le jour où nous sommes allés envahir la Libye, tuer Kadhafi et tuer toute sa famille sans aucune forme de procès, sans que ça n'émeuve finalement pas grand monde. Et ensuite, nous nous offusquons qu'il y ait des immigrants clandestins qui viennent de Syrie, de Libye, de tout ça. Mais tout de même, si on ne le dit pas, ça, on est vraiment hypocrite. C'est une hypocrisie monstrueuse. Donc il faut aussi pouvoir se regarder nos actions, la manière qu'on peut avoir de déstructurer des peuples, des pays, et sans pour autant être dans le discours mortifère. La France, ce n'est pas que ça. Il faut qu'on fasse notre autocritique, il faut qu'on voit aussi les valeurs que l'on porte. Donc voilà, c'est un ensemble. Souvent la droite a cette fâcheuse tendance à simplifier ces questions-là, mais de manière hypocrite. Et moi qui m'intéresse à la culture de droite, à la tradition, au gaullisme, j'ai aussi envie de rappeler ces évidences-là, que si on permettait un peu plus les pays de l'autre côté de la Méditerranée de se développer, eh bien peut-être il y aurait moins ce problème de flux migratoires clandestins. Ça veut dire quoi? Qu'on leur permette à eux de se développer? Bah déjà, premièrement, qu'on arrête de déstructurer leur pays. Hein. La question de la guerre en Libye... Est-ce que c'est européaniser ces pays? Parce que ça n'a aucun intérêt. Ah non, au contraire. Ah, okay. Ce que je désire pour notre pays, je le désire aussi pour les autres pays. C'est-à-dire le développement de l'agriculture paysanne, la possibilité pour des paysans de vivre dignement et de pouvoir interagir sainement dans tout un tissu social, c'est aussi souvent malheureusement ce qu'on déstructure dans les pays dans lesquels on développe nos entreprises, en ne prenant pas assez conscience des caractéristiques culturelles des pays chez lesquels on s'implante, comme en Afrique de l'Ouest par exemple. J'ai envie de vous poser cette question, même si elle n'appartient pas à votre profession de foi. Vous pensez quoi des trafics d'enfants? Parce que ça existe. Là aussi, il ne faut pas être hypocrite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah justement, les organes, des choses comme ça. Ça existe en France, ça existe ailleurs, ça... Qu'est-ce que je peux en penser autre chose qu'une répugnance Non, mais je ne sais pas. Là aussi, il faudrait peut-être mettre le nez dedans et... Ah oui. Alors, et plus faire semblant. D'ailleurs, on a une chance extraordinaire en France, c'est qu'il y a des organes de presse, de journalisme qui font un travail extraordinaire. Je pense par exemple au travail que fait Élise Lucet. Ouais. Si je pouvais m'appeler Élise Lucet, j'en serais tellement fier. Mais quelle fierté on peut avoir. Alors effectivement, elle a un ton dérangeant, on peut critiquer certaines choses, mais c'est formidable ce travail d'investigation. Et pour moi, les députés devraient faire ce travail de concert, avec, au lieu de fermer les portes, de cacher ce qui se passe. Au contraire, je pense que des journalistes comme Élise Lucet font vraiment le travail que devraient faire certains députés. En tout cas, ils devraient vraiment se coordonner avec ce genre de journalistes et d'investigation pour pouvoir réguler ensuite et faire des lois adaptées à tous ces sujets-là.
Et justement, vous vous présentez en tant que député. Tout à fait. Eh Merci. bien, j'aimerais bien avoir une Élise Lucet comme attachée parlementaire. Voilà. Ce serait royal. Ça absolument. dépoterait. Ça dépoterait. Merci de vos réponses. Réguler la flambée du prix des terrains agricoles pour favoriser l'installation des jeunes agriculteurs. Alors, comment et qu'est-ce que vous pensez mettre en place? Eh bien, il y a eu une époque où c'était vraiment le rôle de la SAFER. Oui. Eh bien, la SAFER a petit à petit un peu perdu cette prérogative. On trouve des terres agricoles qui se vendent à prix d'or, hein, pour des gens qui utilisent comme un terrain de loisir. Si vous regardez sur le Bon Coin, vous allez avoir des hectares qui se vendent à 100 000 euros, à 150 000 euros pour des projets de loisirs. Donc ça déstructure complètement la possibilité à des jeunes paysans de vouloir s'installer. Et du coup, en plus, les agriculteurs qui, eux, possèdent des terres sont les premières victimes. Parce que quand vous avez des terres agricoles et qu'on vous en propose des fortunes pour construire ou pour ne serait-ce que les vendre, évidemment, c'est très tentant de céder et de pouvoir et de les vendre. Du coup, on perd nos terres agricoles pour ça. Et les projets paysans, les jeunes paysans qui ont peu de finances au départ, qui veulent faire surtout des petites structures de 1, 2, 3 hectares, dont la famille ne dispose pas de terre, on part de là. ou dont la famille ne dispose pas de terre. Et ça, c'est un sujet primordial, la question de l'autonomie alimentaire. On dit que d'ici quelques années, 50% des agriculteurs vont partir à la retraite et qu'ils n'ont pas de repreneurs. Donc c'est un sujet de salut public, de pouvoir permettre la relève au niveau agricole. Donc toutes les mesures qui permettent de retrouver une agriculture paysanne et de permettre de donner envie à des jeunes de se réinstaller dans la campagne pour pouvoir produire et faire le boulot sont salutaires. Voilà. Toutes les mesures. Ouais. Dont celle-là. Il Ok. y en a d'autres. Il y en a d'autres dans la liste qu'on Ouais. évoquera qui essayent d'aller dans ce sens-là. Ok. Et d'ailleurs, c'est un sujet terrible, le fait que seules les grandes exploitations reçoivent de l'argent de manière conséquente. Et plus vous avez d'hectares, plus vous avez de bétail, plus vous pouvez recevoir de l'argent de la PAC. Or, quelqu'un qui peut faire très bien le boulot, un maraîchage intensif avec une ferme intensive sur 2 ou 3 hectares. Donc, et cette personne-là qui aura pris cette décision, qui va faire un travail sain, intensif, en régénérant les sols, ne va recevoir quasiment aucune subvention. Alors que quelqu'un qui aura déjà des fonds, qui aura déjà 1 million d'euros... Non, mais l'argent appelle l'argent. Enfin, c'est ça, c'est tout, plus c'est on le en a, capitalisme. et plus on en a. On est bien d'accord Voilà. qu'on est là-dedans. Et, Bon. et quand ça s'applique à la terre et aux choses fondamentales voilà, essentielles, eh bien, on détruit tout. Voilà. Cette mécanique déstructure tout. Voilà. Et quoi qu'il en soit, on la rend plus accessible. Tout à fait. Et là, c'est vraiment un sujet de salut public voilà, qu'il faut vraiment, vraiment traiter cette question-là. Alors, vous souhaitez également rendre plus accessibles les soins en milieu rural. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous parlez de la désertification des médecins? Oui, notamment. Les médecins, dans le programme de Jean Lassalle, il y a à avoir à disposition un centre médical à moins de 40 minutes de chaque habitation, de chaque village. Hein. Bon, c'est un projet... c'est toujours la même dynamique. C'est comment faire en sorte, pour faire revivre nos villages, qu'il y ait tous les services publics qui soient à disposition pour donner envie aux jeunes couples de venir s'installer et de créer leur famille, de fonder, de s'épanouir. Un exemple qui m'a été donné sur le marché la dernière fois, c'est... un médecin qui voulait s'installer à la campagne, mais sa femme, elle, qui adorait pouvoir aller au théâtre et ceci, cela, avoir des activités culturelles, l'empêchait de s'installer parce qu'il n'y a pas assez de dynamisme culturel à la campagne. Alors, ce serait quoi l'alternative?
L'alternative, c'est-à-dire de mettre de l'argent dans le développement, permettre par exemple à des compagnies théâtrales de venir faire des résidences, de créer des maisons, des maisons artistiques pour des résidences. Ils sont friands, hein, les intermittents du spectacle, qui créent des spectacles mais pendant ça ce veut dire temps-là. qu'il faut les accueillir. Et il faut créer des structures d'accueil. Voilà, On tout à est bien fait. d'accord. Et ça, ce genre de choses va donner à madame ou à monsieur le mari de la médecin envie de venir à la campagne, et puis ça va créer une émulation. Puis s'il y a un docteur, du coup, on va pouvoir installer une activité agricole ou d'artisan dans le village, surtout si on met les mesures adéquates au niveau de la fiscalité et des impôts et des taxes pour le faciliter. Donc s'il y a une vraie stratégie d'ensemble pour recréer tout ce tissu social et culturel et productif dans les villages, eh bien, nous y arriverons. Mais ça réclame une volonté politique claire et déterminée. À qui appartient cette volonté politique? Ou devrait appartenir, pardon? Eh bien, auparavant, elle appartenait en partie au maire, et c'est de moins en moins le cas. Ils ont de moins en moins de pouvoir de décision sur ce genre de choses, Oui. de moins en moins de budget, de finances, comme on le sait. Ça appartient au département, ça appartient à la région, ça appartient à l'État. Et ça appartient aux lois et aux budgets qui sont votés par tous les législateurs. Voilà, donc ça appartient à l'ensemble. Donc à toutes les échelles, ça doit être une priorité. La revitalisation de la campagne, qui est le cœur de notre civilisation, le cœur de ce que nous sommes, doit être une priorité à toutes les échelles. Voilà. Aujourd'hui, hier, j'ai dormi au Bousquet d'Orbe. Oui. Il y a un chemin de fer, il y a une ligne de chemin de fer qui existe encore. Les gens doivent se battre pour la remettre à niveau, ne serait-ce que la conserver. Ouais. Et alors parfois on leur rétorque, vous voyez, mais plus personne ne la prend. Bien sûr, non. si vous l'enlevez, Si vous l'enlevez, si on vous va pas mettez la pas prendre. des finances pour structurer, et que vous faites pas un peu connaître, et que vous faites pas aussi toutes les mesures qui iront autour pour redynamiser les villages, et que les gens puissent vraiment l'emprunter, eh bien évidemment, vous allez trouver toutes les raisons du monde pour pouvoir l'enlever. Donc ça, je veux me battre pour conserver déjà ce qui reste. Hein, ne serait-ce que ce qui reste, comme ces voies de chemin de fer, je me battrai pour les conserver. Merci. Comme Jean Lassalle a fait dans sa vallée. Alors, favoriser les salaires, notamment les aides-soignants. Alors, pourquoi eux? Alors, Aides-soignants, pardon, en milieu médical, EHPAD, ASI, hôpitaux, ou aides-soignants dans le maintien à domicile. toutes ces Tout catégories. confondu. Moi, en tant que kiné, j'ai eu la joie de travailler dans une clinique à Toulouse et en période de Covid en plus. Ouais. Et je peux vous dire que ceux qui font vraiment le travail de fond, de maintien et de qualité de vie des patients, ce sont les aides-soignants. Et pourtant, ils sont payés au SMIC. Alors, c'est un travail qui demande technicité, endurance, conditions physiques, qui est très dur. Et empathie et bienveillance. Empathie et être au plus proche de la difficulté de la personne, être attentif à ses besoins, voir si tout va bien, identifier les signes, également médicaux. Tiens, j'identifie là une rougeur, j'identifie un début d'escarre, j'identifie que la peau est sèche. Donc c'est énorme ce que doit l'intelligence que déploient tous ces gens. Et ils ne sont payés qu'au minimum, au SMIC. Au SMIC. C'est-à-dire, c'est un peu le problème, c'est que le salaire minimum est devenu un peu un plancher, un plafond. C'était censé être un plancher, c'est devenu un plafond pour beaucoup de professions. Alors, le gouvernement avait mis en place, il y a quelques mois en arrière, la revalorisation des salaires des personnes que l'on appellera auxiliaires de vie, voilà, ou aides-soignantes, comme vous voulez, mais c'est à peu près le même métier. Et ils ont valorisé à hauteur de, je crois, il me semble, 5 € de l'heure en taux horaire, c'est-à-dire de 17 € de l'heure, on est passé à 24 ou 22, je sais plus. Néanmoins, les auxiliaires de vie ont eu une revalorisation de salaire de 37 centimes d'euros.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et c'est officiel. Néanmoins, les grosses sociétés, elles, ont pris cet argent. Et en fait, rien n'est... Alors, je ne sais pas si c'était la volonté du gouvernement, hein, j'en sais rien. Est-ce que cet argent devait vraiment aller aux auxiliaires de vie ou aux aides-soignantes? Mais néanmoins, ce sont les chefs qui ont gardé cet argent. C'est pas allé à l'auxiliaire de vie. Si, 37 centimes d'euros par heure. Oh, c'est sans commentaire quasiment. Voilà. Enfin, ouais. Non, mais je voulais le dire parce que... Ça doit être dit, il faut le dire. Ça doit être dit. Merci. Donc, garantir l'accessibilité au logement pour les habitants et les travailleurs en empêchant des spéculations abusives. Qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour pouvoir l'en empêcher? Eh bien, déjà, bien expliquer le mécanisme, c'est que, justement, là, quand on parle de campagne, il y a plein de villages qui sont endormis, qui sont endormis l'hiver, au printemps et en automne, et même encore plus, parce que ils sont juste des résidences secondaires qui, du coup, ils ne peuvent plus vivre. C'est un problème très complexe à gérer, parce que parfois l'investissement fait pour des maisons secondaires ou des touristes, ça permet une dynamique économique l'été à certaines périodes, tout ça, mais en même temps, ça empêche, ça augmente le prix de l'habitation, ça les bloque pour les gens qui voudraient habiter et qui voudraient vivre à l'année. Donc ça, ce sont des sujets très complexes à gérer. Mais c'est des sujets dans lesquels il faut commencer à mettre de l'énergie, se concentrer sur ces sujets pour pouvoir réguler ces questions-là. Et éviter à tout prix qu'il puisse y avoir des flambées des flambées du prix des terrains et des habitations parce qu'il y a une mode ça veut dire qu'on bloque les prix à un moment donné. Je pense qu'il faut pouvoir fixer certains prix en fonction de la capacité financière et économique des gens qui vivent sur le territoire. Il faut pouvoir identifier qu'est-ce que peut être sur un nombre de mètres carrés la capacité pour les habitants du territoire de aussi participer et d'acheter ces maisons et pouvoir bloquer certains prix à certains moments. En tout cas, il faut y réfléchir. C'est un sujet qui réclamerait beaucoup de travail. Alors, votre projet, j'en finirai, je passerai la parole plus exactement à Vincent après. Votre projet est basé principalement sur le terroir. Néanmoins, je n'ai vu aucun projet sur la revalorisation des salaires en général. La flambée des prix de l'essence, qui me semble-t-il est primordiale dans nos hauts cantons, enfin même peu importe les nôtres. On a besoin d'une voiture ici, c'est primordial. On n'est pas en ville, on n'est pas dans une petite ou grande métropole. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors sur ces sujets, moi je m'aligne évidemment sur le programme général de Jean Lassalle, hein, qui est clair. Hein. On est favorable au fait de baisser la TVA pour les dimensions énergétiques autour de 5%. Ce sont des choses qui réclament quand même une expertise en termes comptables, financières, qui sont des choses très complexes. Je ne me suis pas permis de le mettre très spécifiquement en tant que programme parce que ça va me réclamer beaucoup d'études, d'approfondissements pour connaître les mécanismes de la fiscalité, tout ça. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais dont je n'ai pas la spécialité, je ne vais pas prétendre. Il faut exactement, précisément cet élément pour réguler l'inflation, pour ça. Évidemment, il faut s'aligner sur la question de l'inflation dans les salaires. Nous proposons le SMIC à 1 400 €, mais en même temps, il faut aussi être très attentif aux effets délétères et complexes que ce genre de mesures entraînent. Moi, je suis pour le SMIC à 1 400 €, mais il faut que ce ne soit pas au détriment
de l'artisan, de l'entrepreneur qui, lui, va payer des taxes patronales, des taxes Non, mais sociales. peut-être Voilà. qu'il faudrait les baisser pour leur permettre. Exactement. Donc, créer tous ces mécanismes de régulation, parce que de toute façon, c'est le cœur de notre programme, c'est le soutien À l'artisanat et et à à l'entrepreneuriat. Donc, je pense Absolument. que s'il y a une vraie politique de soutien de l'artisanat, eh bien, ça pourrait compenser, parce qu'il pourrait y avoir de l'embauche qui serait faite, de la production et une économie concrète et réelle, pas des économies artificielles. Une économie fonctionnelle qui pourrait être relancée, et cela pourrait, on va dire, équilibrer les difficultés économiques que vivent nos concitoyens. Vincent, merci de cette réponse. Merci. Donc on va parler de démocratie désormais. Alors il y a une volonté de favoriser le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. C'était une demande qui a rapidement émergé lors de la crise des Gilets jaunes. Le RIC, ça offre la possibilité au peuple de s'exprimer sur certains sujets. C'est donc en quelque sorte une avancée démocratique que vous souhaitez apporter à la société. Et donc ma question est, quels seraient les sujets principaux que vous souhaiteriez mettre en avant à travers le RIC ? Ah ben là, ça c'est à la discrétion justement des citoyens qui se mobilisent pour, à partir d'un certain nombre, pour pouvoir porter au référendum justement les sujets qui leur importent. Ah, justement, là pour le coup, c'est vraiment la mesure dans laquelle on donne un cadre juridique pour que les gens puissent s'exprimer, mais ils sont libres et c'est eux spontanément qui vont porter les projets qui leur tiennent le plus à cœur. Oui, c'est vrai, mais après, des fois, des sujets peuvent être mis en avant car ils sont considérés comme plus importants ou des enjeux sociétaux qu'il est important d'évoquer avec eux. Mais oui, votre réponse me convient aussi. Moi, je suis assez souple sur beaucoup de sujets. Tout sujet est intéressant à porter. Par exemple, les gens qui voudraient faire plus de proportionnel pour les élections, par exemple législatives, ça peut être porté par des citoyens, toutes sortes de mesures. Par exemple, une mesure qui serait intéressante, c'est éviter de considérer comme des petits candidats aux élections présidentielles parce que les sondages décident un petit peu à l'avance les élections présidentielles. Si des citoyens se mobilisent pour dire on interdit la diffusion des sondages à certaines périodes pour ne pas fausser les élections, pourquoi pas? Je ne sais pas que voudraient porter les citoyens. Donc ce serait aux citoyens d'apporter donc ces sujets sur la table. Ah oui. D'accord. Tout à fait. Ils ont suffisamment, le peuple français a suffisamment de créativité et de choses à exprimer pour qu'on pense devoir le faire à sa place en permanence. D'accord, très bien. Une autre volonté du programme de Monsieur Lassalle est la comptabilisation du vote blanc. Comment vous pensez imposer la comptabilisation du vote blanc et quel intérêt, si vous pouvez expliquer l'intérêt du vote blanc d'être comptabilisé pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent? C'est très simple. Si le vote blanc pouvait obtenir plus de 50% dans une élection, ça voudrait dire que les gens ont décidé que les propositions qui sont faites ne les satisfont pas et qu'il faut recommencer. Donc il faut faire des nouvelles propositions jusqu'à ce qu'il y en ait une qui leur convienne. C'est leur rendre le pouvoir de dire non, les propositions qui sont faites ne sont pas satisfaisantes. Jusqu'à présent, ce pouvoir n'existe pas. Donc il ne s'agit pas que de comptabiliser. Ah non, c'est une proposition derrière. La proposition, c'est de pouvoir prendre compte et de faire gagner le vote blanc. Que le vote blanc puisse avoir... un réel impact. Ah oui, un pouvoir, c'est-à-dire on revote les élections à partir du moment où il y a plus de 50% du vote blanc. Ou même, ça pourrait être discuté, ça pourrait être même moins. On pourrait même imaginer à moins de 50%, pourquoi pas. Bon, donc pour l'instant, on le porte à 50%, c'est déjà une base qui mériterait d'être incarnée. Beaucoup de gens aimeraient cette mesure-là,
et beaucoup d'abstentionnistes. C'est une force incroyable, l'abstentionnisme. Donc si les abstentionnistes se mobilisent, si le vote blanc est comptabilisé et qu'il est efficace, ben, l'abstentionniste peut se transformer en votant. Donc on redynamise le système démocratique par ce genre de mesures. D'accord. Pourquoi il faut aller voter aux législatives? Pourquoi c'est important? Là, maintenant, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs et auditrices? Ben, l'Assemblée nationale, c'est le vrai gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui élit le député. Les députés et les ministres, le gouvernement qui va s'en suivre. C'est la majorité de l'Assemblée nationale. Le président, dans la Ve République, certes, a du pouvoir, mais c'est surtout le Premier ministre qui gouverne. Et donc, pendant ces législatives, on va voter pour les députés qui, eux, vont voter les lois et qui vont voter tout ce qui va nous impacter le plus. Où est-ce qu'on a décidé de voter de voter le pass vaccinal, de voter le confinement, de voter ces choses-là? Eh bien, c'est à l'Assemblée nationale. Donc, si vous élisez des députés qui sont favorables à ce genre de mesures, eh bien, vous les retrouverez dans votre quotidien d'ici les prochaines années. Merci. Vous avez des choses à ajouter? Il nous reste quelques minutes. Il nous reste à peu près 8 minutes. Ok. Moi, j'avais une question sur le neuromarketing toxique qui a été évoqué justement sur le programme de Monsieur Lassalle. Alors, qu'est-ce que déjà le neuromarketing toxique? Alors, ça, c'est le programme que moi j'ai sur les mesures on est dans un mouvement assez libre. Donc là, les mesures qui sont mises, c'est moi qui ai décidé que c'était des sujets importants à traiter, qui me tiennent à cœur. Et qui étaient conformes globalement au programme de Monsieur Lassalle. Et d'ailleurs, ce qui est formidable dans ce mouvement-là, c'est qu'on est très libre. Il y a beaucoup de créativité, ça laisse la place à beaucoup de créativité. Et on défend ensemble une vision commune, une ambiance. Mais par contre, on n'est pas pieds et mains liés sur toutes les formules, sur comment les décrire, comment les porter. Et ça crée quelque chose de très bien. Donc, vous acceptez qu'il y ait des désaccords au sein même de... Il peut y avoir des désaccords tant qu'ils ne sont pas fondamentaux. Parce qu'on est pour pouvoir discuter, même au sein du parti. Si nous sommes plusieurs députés lassalistes qui sommes élus, nous n'avons pas de problème à pouvoir être en désaccord sur des sujets, contrairement aux majorités gouvernementales qui vraiment formatent le député à devoir... Il a vraiment un cahier des charges à remplir, hein, donc il peut vous faire des beaux discours pour flatter tout le monde, sauf qu'après, une fois élu, il y a une ligne de décision à prendre, et s'il ne les prend pas, eh ben, il sort du parti, il est exclu. Hein. Donc, dans le groupe de résistants, on sait bien qu'on a des divergences d'opinion, nous venons d'horizons différents, il y a même des gens qui viennent du communisme, il y a des gens qui viennent du gaullisme, il y a des gens qui viennent de la permaculture comme moi, il y a des chasseurs, il y a des pêcheurs, il y a un peu de tout, il y a des artisans, des commerçants. Nous représentons la France dans sa diversité, nous sommes d'accord pour débattre ensemble et ne pas être tous d'accord dans une même ligne, mais par contre représenter un même esprit. Oui. Et alors, pour la question du neuromarketing toxique, je pense que la publicité en général a fait des ravages dans notre culture. Voilà. Elle s'est immiscée partout, elle est devenue la référence commune de tous. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont bien conçues. Les gens qui font de la publicité savent très bien qu'en mettant cette couleur, en mettant cette musique à ce rythme-là, eh bien, ils vont avoir l'attention, ils vont pouvoir hypnotiser le citoyen. Et donc, je pense qu'il faudrait, ce serait de salut public de se faire conseiller par des spécialistes de la neurologie, par des spécialistes de la psychologie, pour pouvoir identifier et réguler la publicité, de manière à ce qu'elle soit moins intrusive dans la décision et dans la vie des gens. Voilà. Ah, mais du coup, c'est pas fait pour ça.
à la base, la pub. Eh ben justement, c'est pour ça que c'est un pouvoir très Justement. puissant. Ouais, bien Et sûr. que finalement, seule une infime partie de la population a le bagage culturel ou l'enracinement culturel pour pouvoir s'en extraire. Je pense que les publicistes ou publicitaires, je sais pas très bien comment on les nomme, se sont déjà emparés de neurologues et tous ces gens dont vous citez, justement pour mieux pénétrer nos cerveaux. Exactement. Et Donc, c'est pour ça qu'aussi le législateur doit faire de même pour pouvoir... À l'envers. À l'envers, pour pouvoir réguler ces questions-là, qui sont Ouais. vraiment très pernicieuses. Aujourd'hui, c'est quand même incroyable. On voit des gens qui s'habillent en panneaux publicitaires, quasiment, en portant des marques immenses partout. On nous a fait... Le vêtement est devenu un panneau publicitaire, et les gens sont contents et payent pour ça. Alors, c'est parce qu'il y a une déstructuration de notre culture. Les gens qui sont bien enracinés, qui viennent de quelque part, qui ont un terroir, qui sont alimentés par ce terroir, sont quand même moins susceptibles de tomber dans ce panneau-là que les autres. C'est pour ça que nous voulons défendre ce retour à l'enracinement, les racines qui donnent des ailes, voilà. Ok, très bien. Oui, Et qui nous rendent libres. donc restons libres. Oui, restons libres et résistons avec Jean Lassalle. Merci. J'ai une toute dernière question avant de vous quitter. Déjà. Face au contexte actuel mondial qui est difficile, entre pandémie, guerre et urgence climatique, auriez-vous un conseil à transmettre aux nouvelles générations qui peuvent peiner à trouver leur voie et leur chemin dans ce monde qui évolue très vite? Organisez-vous, regardez ce qu'il y a autour de vous, regardez les humains qu'il y a autour de vous, les paysages, les cours d'eau, les terroirs, renseignez-vous sur la culture locale où vous êtes, sur l'histoire, comment vos ancêtres ont fait face aux difficultés, identifiez-vous à tout ça, retrouvez vos racines et vous allez voir, vous allez attirer à vous des humains qui vont vous rejoindre et vous allez pouvoir avoir une vie fertile. Or, si vous regardez vers un illusoire de la consommation, si vous vous laissez envahir par le désir de plus, le désir de toujours vous perfectionner, d'être dans la concurrence du plus fort, je te mange parce que je suis le plus fort, eh bien, vous allez voir, c'est un anéantissement moral qui va vous attendre. Merci. Merci Charles Salvin. Vous avez quelque chose à ajouter? Un dernier mot? Vive la Salvetat! Merci. Le message est Merci. entendu. Merci à toutes et, Et le à saucisson tous. de Cabrol. Et les saucissons de Cabrol. Bon, bah écoutez, on vous souhaite le meilleur et bonne chance à vous. Merci à tous. Bye bye. Merci.